Si vous voulez bien vous asseoir, on va démarrer cette table ronde dédiée au foncier. Ça va être passionnant et passionné, c'est très bien. Donc, je vais introduire la discussion, mais peut-être préalablement, tout d'abord, expliquer qu'on avait prévu 4 invités et que malheureusement, il nous en manque, vous le voyez aujourd'hui, un, qui est le ministère de l'Agriculture. On a pris plusieurs contacts et finalement, les personnes du ministère qu'on a contactées n'ont pu se rendre disponibles. Donc c'est un peu embêtant parce que ça représente quelque chose d'important vis-à-vis de la politique foncière, l'État. On a d'autres personnes qui vont se présenter maintenant, qui ont été chacune choisies pour leur fonction, leur rôle ou les institutions qu'elles peuvent représenter. Donc je vais les laisser faire tout de suite en leur demandant d'être relativement rapides. Merci. Alors moi je suis Françoise Vercher et je viens parler ici en tant qu'ancienne élue puisque j'ai été maire d'une commune périurbaine près de Nantes, la commune de Bouguenais, donc pendant 14 ans. Donc j'ai une expérience en tant que maire des questions agricoles dans une zone particulière et puis j'ai été conseillère générale, espèce disparue maintenant, puisqu'on dit conseiller départemental dorénavant, donc au niveau du département de Loire-Atlantique. Donc là ce sont d'autres outils et d'autres manière de regarder l'agriculture. Voilà. Bonjour, voilà. Donc Emmanuel Yest, je suis agriculteur dans le département de l'Eure. Je suis président de la SAFER de Haute-Normandie, président de la Fédération nationale des SAFER et accessoirement élu dans une commune de 12 000 habitants chargée de l'urbanisme, donc en lien assez direct avec la protection du foncier agricole. Moi, je suis Michel Apostolo. Voilà, je suis paysan plus en activité, disons. J'ai transmis mon exploitation, ma ferme à 3 jeunes en PACA, plus exactement dans le Var, en brebis laitières. Et j'ai suivi les questions foncières depuis pas mal de temps. Aussi bien au comité national de la Confédération paysanne que à la commission foncier nationale. Voilà, je n'ai pas précisé que donc je vais essayer d'animer cette discussion, ce débat. Je suis Bernard Breton, je suis animateur à la Confédération paysanne, entre autres sur les questions foncières. Voilà, une très rapide introduction pour expliquer, mais vous le savez, je pense la plupart de ceux qui sont assis là aujourd'hui, que le foncier, la terre, c'est bien sûr le support essentiel, primordial, nécessaire de l'activité agricole. Et peut-être qu'il faut dire, peut-être au départ aussi, que c'est pas toujours facile de faire une table ronde sur le foncier parce que des situations foncières sont extrêmement variées sur le territoire. Il n'est pas toujours facile de trouver ce qu'il peut y avoir en commun des fois sur des questions de foncier en agriculture quand on est dans le Limousin, quand on est dans la bordure Provence-Alpes-Côte d'Azur, là puisqu'on a un représentant, quand on est en Champagne-Ardenne ou bien quand on est dans la vallée du Rhône ou en zone périurbaine, il y a beaucoup de nuances, de différences, de variétés de situations. Pour autant, il faut aborder cette question parce qu'elle est essentielle. Ce qu'on peut quand même tirer comme très commun, alors on pourra nuancer, sur la question foncière en agriculture, c'est que l'accès au foncier semble toujours assez compliqué, assez difficile. Il y a beaucoup de difficultés pour accéder au foncier. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'envie d'avoir du foncier. Ça pose des problèmes sur la transmission, sur l'installation, sur l'agrandissement. Voilà, donc ça c'est un tableau très général sur le foncier et la situation actuelle. On avait prévu de faire ce débat autour de deux grosses thématiques. La première, c'est celle du foncier disponible, du potentiel agricole foncier en France. Donc on va être sur des questions de consommation de foncier. Vous avez entendu parler d'artificialisation, vous avez entendu parler parfois de bétonnage. Donc on va d'abord un peu parler de cette question-là, savoir quel foncier est disponible. Est-ce qu'on perd du foncier en France ? La réponse est oui, vous le savez. Et puis une deuxième partie qui concernera davantage les questions de consommation de foncier toujours, mais je dirais entre les agriculteurs, entre les paysans, les questions de concurrence d'usage qu'il peut y avoir sur le foncier, puisqu'il n'y a pas que ce qui vient de l'extérieur, il y a aussi ce qui vient de l'intérieur. Voilà, donc sur cette première partie, artificialisation des sols, juste une petite introduction et je vais donner la parole sur
un petit peu les constats. Alors les chiffres qu'on a tous les ans sont un peu variables, mais on parle de 60 000, 70 000 hectares, 55 000, 80 000 hectares par an de consommés pour d'autres usages que l'agriculture, qui partent vers l'artificialisation. Donc on pourra peut-être discuter de ces chiffres. Mais en tout cas, le phénomène est bien réel. Il est ancien, puisque depuis qu'on essaye de le comptabiliser dans les années 60, eh ben, ce rythme se maintient plus ou moins, diminue un petit peu, réaugmente. Donc ça veut dire quand même que depuis ces années 60, on a consommé une bonne partie du potentiel, pas la majorité bien sûr, mais on a consommé déjà plusieurs centaines de milliers d'hectares et plusieurs millions d'hectares de terres agricoles. Voilà, et donc un élément pour lancer la discussion, c'est quand même la question du prix. Du prix quand les terres changent de destination, du prix entre le prix agricole, même s'il est variable selon les régions, on l'a dit, et puis du prix quand la terre devient constructible. On est dans des rapports, ça dépend des secteurs, ça dépend des régions, ça dépend de la pression, mais on est dans des rapports qui font que la terre fait x10, mais plutôt x50, x100 en valeur, parfois. Donc on imagine bien les appétits que ça peut aiguiser et les conséquences que ça peut avoir. On va en parler, y compris, je pense, avec des élus, c'est important. On en a deux, là, c'est très bien, puisque quand on est propriétaire, on peut avoir aussi envie de faire pression pour changer la destination de ces terres. Voilà. Donc je vais donner la parole peut-être sur cette question-là d'abord aux élus, pour qu'ils nous disent un mot de ce qu'ils vivent, eux, sur le terrain, sur cette pression. Oui, j'ai oublié, effectivement. De les remercier d'être présents, oui, bien sûr. Les trois personnes qui sont là viennent d'assez loin. Je ne sais pas si vous avez dit vos lieux d'origine. Françoise l'a dit, elle est de Loire-Atlantique. Emmanuel Liès de Normandie, Haute-Normandie, je crois. Je me trompe, c'est le 27, non? L'Eure? Dans l'Eure. La Normandie unifiée maintenant. Et puis donc Michel Apostolo qui vient de Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Var précisément. Donc je confie la première intervention peut-être à Françoise en tant qu'ancienne élue municipale. Merci. Alors effectivement, la commune dont j'ai été maire assez longtemps est une commune périurbaine première couronne de Nantes, avec un très grand espace et donc une pression foncière forte, puisque en fait les propriétaires fonciers rêvent que tous les terrains deviennent constructibles, en gros, surtout quand on est au bord d'une grosse agglomération. Et donc ont même empêché, ont refusé le remembrement qui devait accompagner les passages de 2 fois 2 voies, parce que nous sommes une commune coupée par le périphérique, puis une déviation. Donc normalement, il aurait dû y avoir autour de l'aménagement foncier, pour utiliser le mot qui se dit maintenant. Et les propriétaires l'ont refusé parce que justement, ils avaient comme horizon que en première couronne d'agglomération, tout deviendrait constructible et que l'agriculture était totalement résiduelle. Donc dans les années 90, la commune a pris conscience que cela imposait une forme de la ville qu'elle ne voulait pas. Et après un long débat entre élus et avec la population, il a été décidé tout un programme, alors que l'on a ensuite étiqueté agriculture périurbaine, parce que chez nous, c'est évidemment des choses différentes, hein, c'est pas des céréales, c'est une agriculture particulière en bordure de ville. Mais la commune a déployé des outils précisément pour réussir, non pas tout ce que nous rêvions de faire, mais un certain nombre de points. Et je vais en lister quelques-unes. Pour répondre à cette question du non-aménagement foncier et de la dispersion, donc une multitude de propriétaires, en fait, il y a eu création d'associations foncières agricoles qui se sont chargés de contacter les propriétaires en leur expliquant que les terres ne deviendraient pas constructibles, mais que comme ils ne voulaient pas ni les vendre, ni s'en occuper, parce que c'était des toutes petites parcelles, eh bien, l'association foncière agricole a réussi à remettre en culture des ensembles qui étaient partis en friche et a permis ainsi des installations sur des petites surfaces et donc de type maraîchage ou de choses comme ça. Deuxièmement, la ville a révisé son plan d'occupation des sols au moment où on l'a fait, qui s'appelle maintenant un plan local d'urbanisme, pour très clairement dire... Alors, les outils d'urbanisme ont aussi permis de faire la différence entre les zones agricoles durables, pour faire simple, qui n'allaient pas changer d'affectation, et les zones agricoles plus difficiles à maintenir dans la durée. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait des zones agricoles clairement identifiées comme durables sur 20, 30 ans ou plus, ça permet aux propriétaires de se dire non, ça ne va pas devenir constructible tout de suite, et à des agriculteurs d'avoir un projet. Donc ça, on l'a fait très clairement et on est même allé
et ça je pense que c'est un peu exceptionnel, on est allé jusqu'à déclassifier des zones qui étaient prévues en urbanisation future pour revenir à des zones agricoles, de manière à avoir la forme de la ville la plus harmonieuse possible, avec effectivement des villages, mais aussi de l'agriculture pérenne. Alors, comme nous sommes en secteur urbain, il y a évidemment un problème connexe à la terre, qui est le problème du siège d'exploitation. Car sur l'agglomération nantaise, de nombreux sièges d'exploitation sont partis en résidence. Parce que c'est très sympa en plus, souvent. Hein, c'est dans des lieux sympathiques. Donc, il y a une pression. Et là, on n'en parlera sans doute pas parce qu'on n'aura pas le temps de tout évoquer. Mais c'est compliqué parce que même si on a décidé une politique très forte, y compris celle de préemption sur des sièges d'exploitation pour éviter qu'ils ne deviennent des maisons, la réticence est grande à la fois des élus qui sont soumis à la pression du propriétaire lui-même, mais aussi du monde agricole qui nous a expliqué à juste titre que parfois, pour celui qui partait en retraite, c'était compliqué de laisser, de voir partir en préemption la maison d'habitation à côté du siège. Donc c'est des problèmes extrêmement difficiles et qu'on n'a pu malheureusement régler que par petits points. Enfin, en tant que collectivité, que commune qui avait vraiment la volonté de garder une agriculture pérenne, nous sommes allés très loin puisque nous sommes amenés à construire une exploitation, un siège d'exploitation, car il était l'agriculteur qui partait, et il y avait les derniers quotas laitiers à l'époque de la commune, avait un siège dans un village complètement enclavé, pas aux normes. Et donc il était impossible d'installer qu'un jeune s'installe là, avec toutes ces contraintes. Donc la commune a décidé de faire une ferme, comme on fait une entreprise relais. Ça se fait très facilement quand c'est de l'économie et on n'y pense jamais quand c'est de l'agriculture. Donc on a construit un siège d'exploitation qui a été ensuite mis en bail, et donc une installation qui a permis de garder près de 80 hectares qui sinon seraient partis en friche. Le dernier point, c'est que nous avons aussi acheté un siège qui s'arrêtait pour en faire un magasin de producteurs en circuit court. Donc il y a des outils et nous les avons utilisés en tant que commune. Cela dit, nous n'avons absolument pas tout réglé dans les problèmes du foncier. Nous continuons à avoir un parcellaire extrêmement morcelé. Et même si les AFA permettent de s'en sortir, c'est quand même pas du tout sécurisant pour beaucoup de jeunes agriculteurs. Et la pression foncière de la ville continue évidemment, même si je crois qu'en tout cas sur la commune de Bouguenais, on a utilisé tous les outils qui pouvaient être utilisés, et d'ailleurs en partenariat avec Chambre d'agriculture et SAFER, pour acheter un certain nombre aussi de terres et pour pouvoir les remettre ensuite à disposition d'agriculteurs. Voilà. Après, je pourrais répondre aux questions sur la politique communale, mais il y a des outils, même si effectivement, ça n'est pas suffisant d'avoir la volonté de garder de l'agriculture en milieu périurbain. Oui, alors, rappelez un petit peu combien on perd d'hectares par an. On va dire qu'en ce moment, on est autour de 50 000 hectares, donc il y a un petit peu moins de pression qu'il y a eu. Est-ce que c'est grâce aux différentes mesures qui ont été mises en place depuis quelques années? Sûrement. Est-ce que c'est que grâce à ça? Malheureusement, j'en suis pas du tout convaincu et je pense que la conjoncture actuelle, donc la crise économique, fait qu'il y a une pression moins importante de développement économique, d'urbanisation, et c'est aussi une des raisons, c'est que la crise, entre guillemets, nous aide à ce qu'il y ait une moins forte pression sur les terres agricoles. Donc si on redémarrait l'économie, malheureusement, on pourrait imaginer qu'il y aurait de nouveau une pression sur l'agriculture. Rappeler par rapport à ce que vient de dire ma voisine, l'urbanisme est la compétence exclusive de la collectivité locale. Donc les choix de développement ou pas d'urbanisme sur une commune, ça ne dépend de personne d'autre que de la mairie. Et que bien souvent, on se défausse sur d'autres, sur les propriétaires ou tout ça. C'est pour ça que, en tant que président de la FNSAFER, moi je militais pour qu'on aille sur des documents d'urbanisme intercommunaux, parce que dans une commune importante, vous avez
un filtre entre l'élu et le citoyen. Dans une petite commune rurale, vous êtes en ligne directe. Et c'est toujours compliqué de dire à quelqu'un, ton terrain, il est là, il vaut 10, ou il est là, il vaut 1000. Et que c'est le maire qui prend souvent la décision d'orienter entre 10 et 1000. Et donc, si on a des documents d'urbanisme qui sont faits à une échelle plus importante, eh ben, il y a des services qui sont entre les deux, il y a tout un tas de choses. Et donc, on est vraiment sur une réflexion de changement de destination, là où les terrains doivent changer éventuellement de destination et pas sur la pression. Moi, je vois dans les communes rurales, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un document d'urbanisme? On essaye de mettre un petit bout de terrain à bâtir à chaque propriétaire. Eh bien, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est l'urbanisme, c'est bien là où on doit construire qu'on doit définir les zones à construire et pas en fonction des propriétaires. Sauf que la grosse majorité des élus locaux le font pour faire plaisir à tout le monde. Non, mais c'est... Oui, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, faut pas... Et donc, quand ça se passe pas bien, faut pas dire que c'est la faute des propriétaires ou la faute des agriculteurs, c'est la faute de l'élu qui n'a pas pris ses responsabilités. Le rappeler, c'est quand même pas inintéressant parce que on ne peut pas aller se mettre sur d'autres, c'est bien. C'est une des seules compétences qui est exclusivement de la commune. Même si aujourd'hui, et il y a des avantages aujourd'hui, dans le cadre de l'ancienne CDCEA qui a été mis en place, qui s'appelle CDPNAF maintenant, les services de l'État accompagnent de façon importante les communes aujourd'hui pour orienter vers une protection bien plus forte que ça a été dans les années précédentes. C'est beaucoup plus compliqué pour un élu local aujourd'hui de définir des zones à urbaniser importantes alors qu'il n'a pas construit les années précédentes, par exemple. On ne vous donnera pas l'autorisation de le faire. Il y a encore 10 ans, vous pouviez mettre des zones de réserve de 10, 15, 20 hectares, voire plus. Ça posait de problème à personne. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Rappelez que vous étiez en dessous de la vérité, malheureusement. On a perdu presque 5 millions d'hectares depuis 60. C'est énorme. On est à 28 millions actuellement. On était à plus de 32. Alors, tout n'a pas, heureusement, été sous le bitume ou le béton. Il y en a une partie qui est partie dans le boisement. Il faut aussi dire les chiffres réels. Changement de destination, ce n'est pas forcément définitivement perdu pour l'agriculture, parce que des parcelles qui ont été replantées en bois pourraient un jour éventuellement revenir, s'il y avait besoin, à l'agriculture. Ce qui est sous le béton ou le bitume, ce n'est pas la même chose. Donc il y a possibilité de retour. Néanmoins, ce n'est plus de la terre de production. Et donc c'est des terres qui aujourd'hui ne sont plus disponibles quand on en a besoin pour installer ou pour conforter quelqu'un. Donc ça, c'est quand même des points importants. Rappelez que malheureusement, la pression foncière sur le foncier à bâtir, la fourchette est encore plus importante que ce que vous disiez tout à l'heure. Ça va de 1 à 500 en France. De 1 à 500. Et donc effectivement, quand on va de 1 à 500, ça peut légitimement attiser les convoitises de gens. Rappelez, on l'a publié à la FNSAFER il y a 3 ou 4 ans maintenant, que contrairement à ce qu'on entend souvent, les terrains à bâtir ne profitent pas à l'agriculture. Elles ne profitent aux agriculteurs que pour 7% de leur valeur. La plus-value liée au changement de destination, le retour pour l'agriculteur n'est que de 7%. Par rapport à tous les autres, rappelez que pourquoi il y a ça, 70% des terres en France sont exploitées en fermage, donc déjà 70%, c'est le propriétaire non exploitant qui profite de la plus-value. Et puis, dans celles qui sont exploitées, il n'y a que 7% qui retournent à l'agriculteur. Ça veut dire que c'est un réel appauvrissement de l'agriculture, même si de temps en temps, il y a un certain nombre de conseils qui disent à l'agriculteur, mais vends un bout de terrain à bâtir, tu vas t'en sortir. Non, quand on sait qu'il n'y a que 7%, globalement, l'agriculture est toujours perdante à vendre du terrain à bâtir. Toujours. Voilà sur ces premiers mots. Oui. Bien, oui, sur la question justement du prix des terres. Bon, moi je me rappelle qu'en 2011, par exemple, on a perdu 80 000 hectares. Hein, donc peut-être aujourd'hui on est à 50 000. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites avancées dans les dernières lois, la loi Allure, la loi d'Avenir. Mais moi je dirais que c'est des lois qui ont accouché d'une souris par rapport à l'ampleur du problème. Et notamment, par un exemple simple, c'est la loi Allure
dit que sur les zones AU, les zones à urbaniser, qui ne sont pas urbanisées au bout de 9 ans, reviennent agricoles. Mais au bout de 9 ans, un élu, il a toujours moyen de changer la destination de ces terres-là. Voilà. Donc c'était présenté par la ministre comme une des plus grandes avancées de la loi ALUR. Donc c'est pour dire que les outils, les nouveaux outils et les nouvelles politiques aujourd'hui ne sont pas à la hauteur du problème, quoi. Et on voit bien que ce sont les élus, mais ce ne sont pas que les élus. Et c'est vrai que ce que vous disiez, Emmanuel Liest, à l'instant sur les propriétaires et sur la plus-value qui ne revient pas aux agriculteurs, c'est quand même ce qui est dit, la famille agricole au sens large, même des propriétaires, puisque il y a 50 ans, il y avait quand même des agriculteurs qui étaient propriétaires, beaucoup. Et donc c'est évidemment les descendants ou qui sont aujourd'hui responsables, qui font partie de cette famille agricole, et qui sont quand même un petit peu responsables de la plus-value, de l'utilisation de la plus-value qui est réalisée. Et c'est vrai que quand on passe de 10 000 euros l'hectare à 300 000, la plus-value est énorme. Et la taxe au dur, qui est un des outils, soi-disant, pour réguler le foncier, qui est la taxe qui est de 10% sur la plus-value, c'est dérisoire, ça apporte un petit peu d'argent frais. On ne sait pas où d'ailleurs, parce que bon, on sait que c'était les GA qui étaient principalement destinataires de cette taxe-là. Et donc, on voit bien que s'il fallait aujourd'hui réguler le foncier, l'artificialisation des terres, il faudrait une taxe qui voisine les 5%, qui est créée par les collectivités, puisque ce sont les élus qui la créent, que cette plus-value retourne à la collectivité. Voilà. Donc, et bon, François Vercher avait parlé du logement des paysans, du siège d'exploitation. Il est vrai, c'est pourquoi il est vrai que les terres, et justement la loi permet aujourd'hui à la SAFER de dissocier le bâti des terres, ce qui dans certains cas est un bon point, parce que quand on a des châteaux, des domaines avec des châteaux, évidemment, aucun paysan ne peut acheter un château pour se loger, et donc là, jusqu'à présent, la SAFER ne pouvait pas préempter pour redistribuer ensuite les terres. Donc aujourd'hui, c'est chose possible. Mais néanmoins, se pose toujours le problème du logement des agriculteurs. Et aujourd'hui, la nécessité d'habiter sur place doit être démontrée. Et c'est souvent, au bout du compte, les critères sont définis souvent maintenant par les juges. Et la Cour de cassation a statué là-dessus déjà. Donc il n'y a que certaines productions qui peuvent, et on se bat. Moi justement, j'ai rendez-vous demain avec notre directeur de la DDTM pour discuter justement de la constructibilité pour les agriculteurs et essayer de faire en sorte que de faire le entre ceux qui spéculent et ont réellement besoin de cet habitat comme un logement de fonction. Voilà. Donc, je reprends le micro peut-être pour qu'on continue à avancer sur cette partie artificialisation. Ça aurait été bien qu'à la fin de cette première partie, il y ait un échange aussi avec vous pour que s'il y a des questions à poser. Donc vous avez déjà évoqué pas mal d'ouvertures ou de pistes, de voies, parfois avec des sigles. On a parlé de PLU et de POS, hein, c'est plan local d'urbanisme. On a parlé de CDPENAF, Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. On a parlé de SCOT peut-être, je ne sais pas si on l'a entendu. On ne l'a pas encore dit, mais on va peut-être y venir. Et donc peut-être que ce qui est intéressant, mais même si vous avez déjà abordé les questions, c'est de voir un peu les moyens de lutte qui existent, qui sont imaginés. Parce que certes, les élus locaux, les gens dans les communes, les intercommunalités ont un pouvoir réel sur l'urbanisme. Encore faut-il qu'ils aient des outils à utiliser. Et pour ce faire, il en existe un certain nombre que vous avez déjà cités. On va peut-être revenir sur quelques-uns d'entre eux. Moi, j'ai envie de parler aussi des zonages qui existent. On a parlé des zones au niveau des terres agricoles qu'on classait en AU, on a dit à urbaniser, en A agricole, en autre chose. Et puis, il existe des dispositifs législatifs qui permettent de faire un zonage
de protéger les terres agricoles à l'échelle de la commune ou au-delà. Moi, j'ai envie d'en citer deux. Je sais que Françoise peut nous parler au moins d'un des deux, elle me l'a dit au téléphone. Il y en a un qui est le périmètre de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Il y en a un autre qui est qu'on appelle la ZAP, qui est la zone agricole protégée. Donc peut-être avant de parler de la suite, et peut-être qu'on va mettre aussi la CDPENAF avec, si on peut dire un mot, en tout cas s'il y a des personnes compétentes pour en dire un mot, parce que c'est un outil qui est plus départemental et qui vient de la loi. Peut-être nous dire un petit mot sur ce que vous pensez de ces outils-là, si vous avez eu les occasions, soit d'envisager de les utiliser ou carrément de les utiliser. Voilà, on fait un petit tour, on essaye d'être un peu plus rapide, je sais que c'est toujours difficile. Donc le département de Loire-Atlantique est un des premiers départements à avoir mis en œuvre la procédure du PÉAN, donc le périmètre de protection. Donc c'est une procédure très très forte, puisque une fois que les terres sont incluses dans ce périmètre de protection, après enquête publique, délibération des communes, du conseil départemental, seul un arrêt du Conseil d'État, si je ne me trompe pas, peut modifier, casser le péant. Ça veut dire que là, c'est une protection très forte dans la durée. Donc la Loire-Atlantique a décidé de le faire sur 19 000 hectares, ce qui est tout à fait sympathique et important. Le problème, de mon point de vue, vous avez vu que j'ai un badge contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est que ce péant a été dessiné, délimité entre l'agglomération nantaise et le projet d'aéroport, parce que nous disions, et je pense que nous avions raison, que tout aéroport entraîne derrière lui une nouvelle destruction de foncier. Il est déjà très gourmand en tant qu'infrastructure, mais ensuite derrière, il déclenche évidemment de nouvelles zones d'activité, de nouvelles zones d'habitat et donc une consommation effrénée de foncier. Et donc le péant en Loire-Atlantique, celui-là en tout cas, a été mis en place comme une réponse des gens qui étaient favorables au projet d'aéroport pour dire non mais vous voyez, on va protéger cette zone et il n'y aura pas de continuité urbaine entre Nantes et le futur aéroport. Le problème, c'est que cet outil ne peut évidemment pas tout à lui tout seul et qu'il vaudrait mieux ne pas faire un aéroport qui déjà consomme de l'espace agricole, puisqu'il y aura de nouveau 1600 hectares retirés à l'agriculture, alors qu'il est de notre point de vue inutile. Mais je ne vais pas développer ça. Simplement, on a vu tout de suite que cet outil péant, par exemple, était refusé par une commune du périmètre qui, elle, vise ou mise sur la constructibilité des terrains à la suite de la construction de l'aéroport. Et par ailleurs, on a mis ce péant sur un zonage entre la métropole et le projet d'aéroport, mais ensuite, tout autour, ça va repartir ailleurs. Donc, c'est un outil intéressant. Mais en fait, il est utile à partir du moment où la réflexion globale des élus est d'abord de dire économie de foncier, on arrête d'artificialiser, on utilise l'existant, c'est-à-dire que si la conversion intellectuelle n'est pas faite d'arrêter le grignotage, c'est un outil qui vient simplement finalement qui peut être seulement une bonne conscience. Là où j'ai pas décidé de toute façon je vais mettre un péant et regardez comme je protège l'agriculture. En réalité, malheureusement, ça continue autrement, même si c'est un outil qui peut être intéressant. Alors, moi j'ai un avis un petit peu différent concernant les zonages de protection particulière. Pas parce que j'y suis opposé en tant que tel, parce que la volonté de protéger, elle est plutôt bien. Sauf que quand vous faites une zone de protection particulière sur un territoire, vous ne faites que décaler la pression. Vous ne faites que décaler la pression. Donc vous protégez un petit bout de territoire en disant cet endroit-là, on va absolument le protéger. Que font les gens qui veulent consommer? Ils font un saut de puce et on rend au contraire encore plus compliqué la protection là où il n'y a pas de zonage de protection. Donc il vaut mieux avoir une vision beaucoup plus large. Vous avez parlé tout à l'heure du SCOT. Moi je pense qu'un SCOT c'est un outil important parce que le SCOT, ça oblige à faire de la prospective. Ça oblige aux gens de s'imaginer qu'est-ce qu'ils veulent que soit leur territoire dans les années à venir. On est rarement dans cet état d'esprit-là. Quand on fait un document d'urbanisme, on positionne des terrains qui vont être à bâtir. On positionne donc le portefeuille des gens. Quand on fait un SCOT, on se projette sur un territoire qui est en général assez grand. Moi, on en a fait un là où j'habite, 110 communes.
Le SCOT, une fois qu'on l'a établi, on définit donc quelle pression d'urbanisme on veut avoir, ces choses-là, mais sur l'ensemble du territoire. Et les communes, quand elles vont faire leur document d'urbanisme, sont obligées d'être en cohérence avec le SCOT. Et je répète, c'est bien aux communes de décider leur zonage et d'être vraiment proactifs, parce que si on veut protéger du foncier agricole, les communes peuvent avoir une volonté de le faire et des communes urbaines avoir la capacité financière de le faire. Commune rurale, c'est plus compliqué. Mais pour pouvoir intervenir pour protéger du foncier, c'est beaucoup plus facile d'intervenir parce que d'abord la SAFER peut le faire en complément de la collectivité quand vous avez du terrain agricole. Quand vous avez du terrain qui a été zoné à urbaniser, on a dit que sa valeur était multipliée de 1 à 100, 200, 300. Mais il faut intervenir, mettre ce prix-là sur la table. Alors que quand vous êtes dans un zonage agricole et que vous voulez le protéger, vous achetez du terrain agricole et vous êtes dans le prix agricole. Et c'est là la responsabilité des élus locaux. Bien souvent, une fois qu'on a fait le zonage, on dit « Ah mince, si j'avais su ». Ben oui, mais un document d'urbanisme, ça se fait en réfléchissant à vraiment ce qu'on veut que devienne son territoire. Le maire et les élus, ils ont la possibilité de le faire. Il ne faut pas qu'ils écoutent forcément les bureaux d'études, il ne faut pas qu'ils écoutent les pressions. Mais voilà, il faut cette volonté et il faut surtout définir des zonages agricoles. Parce qu'une fois que c'est en zone agricole, on est plusieurs à pouvoir intervenir. Quand on est en zone à urbaniser, la SAFER n'a plus la possibilité d'intervenir. Aucunement. Et juste un petit mot sur les corps de ferme. C'est la même chose. Quand on définit, et là je pense que la plupart des chambres d'agriculture le font, quand elles sont associées à la mise en place d'un document d'urbanisme, elles définissent la règle de réciprocité qui doit s'appliquer à un non-agriculteur par rapport à l'agriculteur, mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. Et donc on prend un compas, on met 100 mètres, on met en zonage agricole, et quand c'est en zonage agricole, on ne peut pas le vendre pour changer de destination. Moi je suis confronté à ça dans la commune où je suis. Les gens disent « Ah oui, mais vous vous rendez compte, c'est plus adapté ». Bah oui, c'est plus adapté, mais c'est aujourd'hui zoné agricole, ça ne changera pas. Tant que la commune n'a pas décidé que ça change, ça ne changera pas. Et pourtant on nous dit « Oui, mais vous vous rendez compte, la personne elle n'est plus là, elle est à la retraite, machin ». Bah oui, mais on s'occupe de l'intérêt général, on ne s'occupe pas d'intérêt particulier quand c'est comme ça. Oui, sur la question des outils, je crois qu'ils sont nombreux, les outils de protection du foncier. On n'a pas cité les zones agricoles protégées, qui est aussi encore un outil. Le problème, c'est que ces outils ne sont pas employés et qu'on ne peut pas se fier aux élus qui ont le mirage des politiques de développement économique et d'emploi. Alors l'emploi, évidemment, il sert beaucoup à justifier un peu n'importe quoi dans les politiques d'aménagement. Et on voit bien que fleurissent toutes les zones d'activité autour des communes, plus ou moins de plus en plus petites, il y a une zone d'activité. Les SCOT ont du mal à réguler cette chose-là. Et évidemment, le nombre de demandeurs d'emploi, de chômeurs augmente. Alors, les zones d'activité prolifèrent et les chômages augmentent. Donc il n'y a forcément pas de corrélation entre les deux. Donc essayer de faire comprendre ça aux maires, c'est très difficile. Donc ça ne suffit pas. Il faut des politiques d'aménagement et des politiques qui aillent imposer une préservation des terres agricoles parce que c'est d'utilité publique. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, les CDCEA, qui observaient la consommation des terres agricoles, qui aujourd'hui sont dans la protection, parce que c'est devenu les CD-PENAF. On voit bien que les SCOT et les PLU qui sont examinés par ces commissions doivent être absolument ne pas être couverts par un SCOT. Voilà, je vais arriver à l'expliquer. Donc ces commissions ne peuvent pas examiner des projets de PLU, de modification de PLU qui sont couverts par un SCOT. Donc ça restreint énormément les capacités de ces commissions à pouvoir justement protéger les terres agricoles, parce qu'elles peuvent statuer. Et du coup, comme il va y avoir de plus en plus de SCOT, et à terme, il n'y aura que des SCOT partout, donc les commissions n'auront plus grand-chose à faire. Elles ont encore d'autres compétences, mais sur les PLU, elles n'auront plus leur mot à dire.
Juste au passage un mot sur la CDPENAF. La CDPENAF peut s'auto-saisir de tous les dossiers. Elle peut s'auto-saisir. Moi, je voudrais revenir sur la question de la responsabilité et des causes profondes, parce que je partage votre idée, c'est bien les élus qui sont responsables du zonage. Là où je diverge un petit peu, c'est lorsque vous dites « Ah, c'est mieux que ce soit à l'échelon intercommunal parce que l'élu de base, il ne peut pas résister ». Bon, d'abord, un élu doit résister, et s'il n'est pas capable de résister, c'est qu'il n'a pas compris la notion d'intérêt général. Là, moi, ce qui me gêne beaucoup, parce que je faisais partie d'une intercommunalité, c'est que l'intercommunalité peut avoir une vision beaucoup moins active qu'une commune. Si l'intercommunalité est plutôt dans la parole et dans oui, on va faire un peu de vert, on va un peu verdir, on va garder 3 fermes par ici, mais c'est tout, eh bien c'est le PLU urbain, là, le PLUM maintenant, plan local d'urbanisme métropolitain, qui va niveler le règlement, etc. Donc c'est compliqué parce que l'intercommunalité éloigne aussi beaucoup les possibilités d'expérimentation locale. Et alors le SCOT, je suis désolée de le dire, hein, j'ai participé moi aussi à l'élaboration du SCOT Nantes-Saint-Nazaire, c'est un machin qui est totalement déconnecté des citoyens, c'est-à-dire que la participation citoyenne est nulle dans ces affaires de SCOT. C'est une grosse mécanique très lourde où les élus passent beaucoup de temps, les bureaux d'études, on dépense beaucoup d'argent public. Je ne dis pas que ça n'est pas de bon côté de regarder la globalité, mais en réalité, parfois, il vaudrait mieux s'activer sur le terrain et rapidement, parce que le SCOT court toujours, compte tenu de la lourdeur, on court toujours derrière la réalité dans ces documents-là. Et puis surtout, moi ce que je voudrais dire, c'est que fondamentalement, pourquoi autant de maires ont-ils envie de rendre des terrains constructibles? C'est le problème des ressources locales et des ressources financières des collectivités. Tant qu'il n'y aura pas une véritable réforme de la fiscalité locale et des moyens qu'ont les communes de faire ce qu'elles veulent et de définir avec la population le territoire dans lequel on veut vivre le mieux possible, eh bien, ça sera toujours la course à l'échalote parce qu'on rêve, parce que les maisons, ça amène de la taxe d'habitation et du foncier bâti, et parce que la zone d'activité, ça amenait avant de la taxe professionnelle, etc. Et donc, fondamentalement, c'est la question des ressources et du non-partage des ressources et de la fameuse réforme qui est remise toujours aux calendes grecques. Si on ne traite pas ça, vous aurez toujours des élus qui courent derrière du foncier à construire pour essayer d'avoir un peu plus de sous, et après, ils sont entraînés, après, il faut plus d'écoles, donc il faut encore plus de construction, etc. Donc ça, je pense que c'est capital. Juste, regardez ce qui se fait dans les pays étrangers où on consomme moins de foncier agricole. C'est pas inutile d'aller voir. Donc la densification, ça existe. Moi, je peux vous dire par expérience que dans une commune rurale, si vous construisez des maisons parce que l'école se vide et que vous mettez pas en même temps et que vous ne mettez pas en même temps l'obligation qui est de la construction locative, ça ne s'appelle pas de faire de l'urbanisme, ça s'appelle faire n'importe quoi. Et la majorité des élus locaux construisent des lotissements sans qu'il y ait une maison à louer. Une fois que les gens ils ont eu leurs enfants, ils vieillissent, eh ben on recommence, il faut reconstruire un deuxième lotissement. Eh ben, je suis désolé, ça ne s'appelle pas de l'urbanisme, ça. Et donc, il faut bien une réflexion à une échelle un peu plus élevée. Non, Michel, non. Non, Michel. Je suis gêné parce que tu es mon patron, je suis très gêné. C'est lui qui va commencer. Alors moi, je voulais quand même qu'on termine ce premier point parce qu'on a beaucoup parlé des dispositifs légaux, des dispositifs qui se sont mis en place, parfois récemment via la loi d'avenir ou via d'autres textes législatifs. On n'a pas parlé d'un phénomène, là on va sortir un petit peu du cadre légal, mais je pense que c'est important de le faire, d'autant qu'on a autour de la table des gens qui peuvent être impliqués sur ce sujet-là. Alors là on sort bien du cadre légal, mais il faut quand même en parler, des résistances, une prise en considération en tout cas de ce qu'est entre autres le foncier et son usage, sa consommation au niveau national et bien au-delà d'ailleurs. Et on a depuis quelques mois et quelques années des phénomènes qui se déroulent de résistance à l'occupation par le lotissement, à l'urbanisation, à une certaine vision de la politique foncière, mais pas que, évidemment. Vous vous en doutez, je parle bien évidemment on a parlé à l'instant, via Françoise Verchère de Notre-Dame-des-Landes. Donc il faut, je pense aussi qu'on ait un petit mot sur ce phénomène qui est totalement, on est bien d'accord, autre
que les dispositifs légaux dont on vient de parler à l'instant, mais il faut quand même parler parce que ce phénomène s'est multiplié, parce que dans le cas de Notre-Dame-des-Landes par exemple, mais il n'y a pas que là, ça concerne des surfaces agricoles énormes. Tout à l'heure, on a parlé des chiffres d'artificialisation à 50 000 hectares. Là, on est sur un endroit où on est sur 1600 hectares, plus d'autres initiatives ailleurs. Donc peut-être dire un mot. On a autour de la table des gens qu'on a invités plutôt pour leur fonction syndicale, institutionnelle ou d'élus, mais malgré tout, quand on est aussi citoyen, et peut-être que c'est l'occasion de dire un petit peu ce que chacun en pense et en quoi les luttes qui sont en cours, entre autres pour la protection du foncier, constituent quand même une alerte ou quelque chose de visible au niveau citoyen sur une prise en compte un peu nouvelle depuis plusieurs années d'essayer de voir autrement le foncier agricole, l'agriculture et l'installation de l'agriculture. Alors peut-être que je vais commencer cette fois par Michel, qui va sûrement en profiter pour dire ce qu'il avait à dire avant, mais j'espère pas. Si, je vais le dire, et justement, il y a un lien, parce que j'ai eu l'occasion de débattre avec un président de chambre d'agriculture sur un plateau de télévision dans ma région. Et le président de cette chambre d'agriculture disait oui, on a besoin de développement économique et la protection du foncier agricole, c'est peut-être pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir intensifier l'agriculture et à la limite l'industrialiser, élargir les chemins pour qu'il y ait des gros engins qui passent, etc. Donc c'est vrai qu'on est une région, on n'est pas en Beauce, on n'est pas dans le bocage normand, mais néanmoins, nous, en tant que syndicat agricole, parce que je suis quand même là au nom de la Confédération paysanne, on défend la multiplicité des petites fermes, la diversité des petites fermes, et donc forcément la protection des parcelles qui ne sont pas forcément industrialisables au niveau agricole. Voilà. Donc ces politiques publiques qui ont tendance à vouloir industrialiser l'agriculture, on la voit aujourd'hui ici, où ça mène, hein. Il y a eu hier aussi des manifestations ici même. Ces politiques qui visent à rendre la compétitive à l'exportation et à détruire tout un tissu agricole local, aboutissent à la destruction même de l'agriculture. Donc, je me rappelle plus. Ben voilà pour la. Bon, mais il faut même des ZAD. C'est vrai que aujourd'hui, on voit que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous, on pourrait en avoir aussi dans nos régions, puisqu'on a aussi des grands projets, par exemple de lignes à grande vitesse, qui sont complètement inutiles, alors que les transports locaux sont complètement déficients, n'existent pas. Et on voit que dans j'ai visité à plusieurs reprises cette ZAD. J'ai été voir un peu ceux qu'on appelle les zadistes et les paysans locaux. Le fait que cette ZAD, la propriété n'existe plus. Les questions de propriété n'existent plus sur cette ZAD. La question du temps non plus, parce qu'on est un petit peu hors du temps. On attend, mais demain, on n'a pas une échéance demain à devoir se positionner sur une parcelle, etc. Et donc, cette situation fait qu'il y a énormément de choses qui se font, d'innovation, de recherche d'autres rapports sociaux, d'autres façons de produire et de gérer les productions et de vendre même. Donc, même au niveau de financier, je veux dire, l'argent n'est plus le moteur des actions qui se passent sur et des productions et de la nourriture, etc. Donc à ce titre, déjà, c'est une expérience qui peut déboucher sur une autre vision de l'agriculture, de celle que nous voyons, l'agriculture paysanne. Avoir d'autres rapports, privilégier les rapports sociaux, privilégier l'humain plutôt que les rapports financiers. Et tout à l'heure, Emmanuel Huest disait l'agriculture, c'est financiarisé. Il y a des investisseurs qui viennent s'approprier, c'est l'accaparement des terres. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y ait justement des ZAD, que les collectivités se sont investies, non pas pour une agriculture paysanne dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, mais pour un grand projet qui peut être aujourd'hui transformé en une nouvelle forme d'agriculture et une nouvelle dynamique territoriale.
Sur la question de la ZAD, je pense qu'effectivement l'occupation a d'abord été une occupation de résistance à un projet. Et le fait que l'installation dure et qu'on dure effectivement un certain temps a permis de reposer des questions fondamentales sur la propriété, puisque dans l'hypothèse de l'abandon du projet, se pose la question de l'avenir de ceux qui veulent continuer à y vivre. Et du coup, ils ont bien pointé, d'ailleurs la réflexion est en cours, Sylvain en parlerait mieux que moi sans doute, la réflexion est en cours parce que si nous gagnons l'abandon de ce projet, il ne faudrait pas que les terres qui seraient définitivement rendues à l'agriculture, pour l'instant elles continuent à être cultivées, mais en tout cas il ne faudrait pas qu'elles repartent, comme ça serait pratiquement la logique actuelle, à l'agrandissement de ceux qui sont installés à côté, qui ont parfois vendu à l'amiable et qui pourraient revenir demain reprendre les terres. Donc il y a cette question-là qui du coup est posée. Comment répartit-on les terres, surtout si on ne veut pas l'agrandissement des exploitations, mais plutôt un autre type de ferme. Et puis, la question de l'occupation a posé aussi cette question de la terre bien commun et des communs. Et moi, ça fait écho à mon expérience de maire, puisque j'ai la chance d'avoir été dans une commune avec une grande vallée humide, donc inondable, d'ailleurs sur laquelle il y avait des projets de destruction et de bétonnage. Et cette grande vallée est en commun, c'est-à-dire qu'il y avait le vieux système de la veine pâture, un vieux mot, hein, une vieille idée. Donc avec la possibilité, donc à un moment donné dans l'année, que tout le monde mette ses bêtes dans la grande vallée de Bouguenais. Et je trouve que ce qui se passe sur la ZAD permet de reposer aussi ces questions fondamentales. À qui est la terre ? Comment est-ce qu'on la travaille? Est-ce que c'est collectivement, individuellement? Et donc pose toute la question aujourd'hui du partage des terres, de l'agrandissement, etc. Et en ce sens, c'est très riche parce qu'il n'y a pas forcément une réponse là. Mais en tout cas, la discussion qui est en cours sur l'avenir possible demain des terres nous oblige à nous questionner sur les fonctionnements aujourd'hui de l'agrandissement des terres et de l'attribution des terres. Bien. Peut-être réagir sur la question de la propriété, simplement. Vous êtes un représentant sur les transactions foncières. Sur la propriété, les choses pour moi, elles sont très claires. Le droit de propriété, il est constitutionnel. La SAFER, on est un outil qui met en place les politiques publiques. Donc, on respecte le droit de propriété, point trait. Voilà. Et à titre personnel, je pense que des pays qui ont montré l'exemple de tout en communauté, ont montré leur efficience jusqu'à leur effondrement complet. Alors moi je ne vais pas réagir, là je vais laisser réagir la salle et on ne va pas parler que de ZAD évidemment, parce qu'il y avait tous les sujets qu'on a vus avant. Juste une petite réaction, on n'est pas dans du communisme, etc. Moi je fais plutôt référence, la question qui est posée là sur la propriété, c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation à Notre-Dame-des-Landes où finalement la propriété est une propriété par le phénomène d'expropriation qui est devenu propriété de l'État. Alors on peut discuter de ça, mais déjà ça amène une donne un peu différente sur le devenir de la zone. Et puis deuxième sujet, quand même, je rebondis juste rapidement, mais il ne faudra pas qu'on parle que de ça. C'est vrai qu'il y a une autre expérience qui est différente sur l'origine des luttes, mais qui est le Larzac aussi, où aujourd'hui, on le cite souvent, c'est intéressant de le citer, pas pour, puisqu'on peut faire aussi du chiffre sur le Larzac, mais on peut dire aussi que cette donne particulière de la propriété, d'un bail amphithéotique, etc., on est dans une situation aujourd'hui sur le Larzac où il y aurait, parce que tous les gens qui viennent de là-bas nous le disent, plus de paysans qu'il y a 40 ans. Donc ça reste une réflexion qui est intéressante à poser en termes de politique foncière. Donc maintenant je vais vous donner la parole. Voilà, tous les sujets qu'on a abordés, on peut se donner 10 minutes ou un quart d'heure. Dominique. Oui, je voulais revenir sur deux points du départ. La question des prix des terres. Je pense qu'il y avait une loi qui permettait à un moment donné, et qui a dû être utilisée que dans une seule commune, c'était de mutualiser le prix des terres. C'est-à-dire que sur une commune de 100 hectares, par exemple, il y a 10 hectares qui sont urbanisés, c'est répercuté sur tous les propriétaires au prorata du nombre d'hectares qu'ils ont. Et ça, il y a une commune qui l'a fait, c'est du côté de Lyon, je crois, ou Grenoble, je ne sais plus exactement. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout utilisé. Et là, on répond au problème qu'ont les élus de subir les pressions.
Parce que là, c'est des vrais choix qui sont faisables. Donc c'est en même temps une question de savoir si ça existe toujours, cette loi-là, et pourquoi à la limite on n'en parle pas, pourquoi la SAFER ne fait pas la promotion de cette possibilité. Et je voulais revenir le deuxième point sur la CDCEA, parce que j'y ai siégé à un moment au début quand il y a eu la mise en place. La CDCEA, elle a deux problèmes. Le premier, c'est que les communes qui déposent des dossiers, des PLU, elles ont compris qu'il valait mieux d'abord déposer un dossier plus haut et après ils se font remettre en cause déjà par la préfecture et après ils revoient à la baisse. Puis quand ils reviennent, autour de la table, c'est simple, les services de l'État, ils nous disent bah oui, mais ils ont fait un sacré effort parce qu'ils comptaient faire ça. Et finalement, ils ont rabaissé. Et ça restait toujours de l'urbanisation à outrance. Et notamment sur un point que vous n'avez pas soulevé, c'est sur les communes littorales, par exemple. C'est absolument catastrophique. C'est que quand il y a 70% des maisons qui sont des résidences secondaires, là, c'est pareil, ça pose une autre question. Et surtout quand on construit des lotissements et qu'on accepte de l'urbanisation avec toujours une partie. Alors, ils disent là, c'est pareil. Avant, on était à 60-70. On n'en réserve que 40% pour les résidences secondaires. Bon, ça pose vraiment des questions. Et le deuxième point qui est mauvais, sur la CDCEA, et je termine là-dessus, t'inquiète pas, c'est que dans les personnes qui sont autour de la table pour donner un avis, il y en a trop qui sont jugées parties. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui sont là, notamment y compris des chambres d'agriculture, qui en même temps sont bureaux d'études, ou moi à un moment donné on ne peut pas décider de ça. Et je pense que la SAFER avait fait, je me rappelle de l'ancien directeur de la SAFER, qui faisait la promotion du modèle canadien, qui a une commission qui décide, ce serait peut-être intéressant d'en reparler justement. Tu ne nous as pas dit qui tu étais, c'est important de se présenter. Je suis un paysan de Loire-Atlantique, voilà. C'est déjà une présentation, ça. Est-ce qu'on va on fait un tour de parole? Donc, à la limite, j'ai demandé à chacune des personnes, si elles se sont concernées par la réponse, de noter la question. Et puis, on peut prendre d'autres questions s'il y en a. Michael. Michael Héribarin, donc du secrétariat national. On a entendu le représentant de la SAFER l'autre jour au colloque Loi d'avenir, je vous le disais, pousser un coup de gueule contre la menace majeure de financiarisation de l'agriculture dans son ensemble. Je pense que le coup de gueule que vous avez passé là-bas, vous devriez nous le partager parce que je pense qu'il nous concerne très largement et que là-dessus, on a des choses à faire ensemble. D'autres questions? Après, on va laisser répondre en demandant d'aller assez vite, parce qu'on avait un deuxième point. Mathieu. Mathieu Courgeot, porte-parole de la Conf Pays de la Loire. Juste pour rebondir sur la question de Michael, revenir sur ce dont on a parlé un petit peu hier, sur les histoires de parts sociales, sur la préemption des parts sociales, et qu'on partage un peu pourquoi ça n'a pas fonctionné et comment est-ce que ça pourrait fonctionner à l'avenir. Bien, je vous repasse la parole. Alors, il y a beaucoup de questions pour la SAFER. Donc peut-être expliquer, enfin je ne sais pas dans quel ordre vous allez le prendre, mais on a un public qui connaît, mais certains qui ne connaissent pas. Donc entre autres pour les parts sociales, il faudra expliquer. Juste sur la première partie, sur ça s'appelle le transfert de droit à construire, ce que vous avez présenté tout à l'heure. Alors il y a plus qu'une commune en France qui l'a. Ça a été mis en place initialement dans des communes touristiques où on avait comme objectif de protéger la partie paysage et donc de bien définir les zones à construire en fonction de l'intérêt général. Et donc éventuellement, ce que j'ai expliqué, ce que vous avez dit, c'est exactement ce que j'ai expliqué. On aurait pu tout à fait imaginer que l'ensemble de la zone à construire appartienne au même propriétaire et donc a priori considérer que tous les autres étaient lésés quelque part. Et donc ce système qui est mis en place, moi je l'ai proposé au moment de la loi Allure à Cécile Duflot. Je lui ai mis en avant. Elle ne le connaissait pas et pour mettre en avant, quand on en a parlé, dès le lendemain, elle a rappelé la FNSAFER parce qu'elle avait fait travailler ses services et elle était intéressée. Moi, je ne comprends pas qu'on ne le mette pas plus en place en France. Ça maintient l'intérêt des propriétaires. Alors évidemment, ils sont un peu moins gagnants puisqu'il faut qu'ils partagent une partie de la valeur ajoutée avec les autres propriétaires d'une commune, qui sont aussi les propriétaires. Mais entre nous, celui qui a la chance de tirer le jackpot, il n'a pas fait grand-chose pour avoir le jackpot. Il a simplement eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment,
Et de temps en temps, je suis méchant, mais je vais le dire quand même, de temps en temps, être copain avec celui qui fait le document d'urbanisme, parce que ça existe beaucoup. Hein. De temps en temps, être copain avec celui qui a pris la décision. Parce que simplement nous dire que c'est là qu'on doit construire parce qu'il y a une route, ben, je suis désolé, mais l'urbanisme, ça ne se limite pas à dire je construis au bord d'une route. Parce qu'une route, ça se construit. Et celui qui investirait pour faire une route, il rend un terrain qui n'était pas constructible. Pour l'agriculture, je vais vous donner un exemple pour illustrer. Vous construisez une maison au bord d'une route. Vous prenez 1000 mètres carrés, vous consommez 1 hectare de contraintes liées à l'agriculture, liées aux épandages, liées à toutes ces choses-là. Vous mettez la même maison, 1000 mètres carrés construits, derrière une zone qui est déjà construite, vous faites simplement que de décaler la contrainte. Vous n'avez consommé toujours les mêmes 1000 mètres carrés, mais vous n'avez imposé rien du tout de supplémentaire. Toutes ces choses-là sont permises par le transfert de droit à construire. Moi, la SAFER, pour vous dire, on milite. Je rencontre à chaque fois que j'ai des élus, je le mets en avant. Il serait bon que toutes nos structures en fassent la même chose. Alors, sur la financiarisation, comment ? Non, mais je dis toute structure. Hein, oui. Sabine Agofroy de la FN SAFER. La difficulté, c'est d'une part que ce système n'est pas connu des élus. C'est ce que disait Emmanuel Liest. Et d'autre part, cette disposition est dans le code de l'environnement, de l'urbanisme. Et elle est ouverte aux zones naturelles, mais pas aux zones agricoles. Donc l'idée, ça serait d'ouvrir, d'étendre cette possibilité, enfin cet outil aux zones agricoles. Donc les communes qui l'ont mis en place ont un petit peu triché. Elles ont mis des espaces agricoles. Elles ont classé des espaces agricoles dans des zones naturelles pour pouvoir protéger l'agriculture. Et ce sont des communes de Haute-Savoie, en fait. Rhône-Alpes, donc. Il y avait donc la question, j'en ai peut-être d'autres, mais celle des parts sociales, il va falloir y venir en étant pédagogique. Alors oui, on n'en a pas du tout parlé dans le débat de ce matin pour l'instant. Alors, rappelez qu'au moment de la loi d'avenir, a été donné comme possibilité aux SAFER d'avoir plus de possibilités d'intervention sur un certain nombre de cas. A été dit tout à l'heure par mon voisin, la possibilité de séparer le bâti du non bâti. C'était quelque chose d'important. La possibilité d'intervenir dans les démembrements de propriété. Aujourd'hui, on ne pouvait pas intervenir dans le cadre de démembrement de propriété entre nue propriété et usufruit. Ça a été obtenu. Et puis, le point qui était un gros point important aujourd'hui, qui concerne de plus en plus de transferts de fonciers via d'autres moyens, puisque la SAFER, je rappelle, pour que tout le monde est très pédagogique, depuis 60 que les SAFER existent, chaque vente doit être notifiée à la SAFER. Donc ça s'appelle une DIA, déclaration d'intention d'aliéner. Toute parcelle agricole en France qui est détenue par un propriétaire personne physique ou par une structure sous forme sociétaire mais en direct, doit notifier la SAFER quand il y a un projet de vente. La SAFER là-dessus a, quelle que soit la surface, là où il y a des documents d'urbanisme, là où il n'y a pas de document d'urbanisme, il peut y avoir, donc on est au premier mètre carré dans les communes où il y a un document d'urbanisme, ça peut être 10 arts, 25 arts, 50 arts, 1 hectare, ça c'est à définir dans chaque département, là où il n'y a pas de document d'urbanisme. Et donc, quand la SAFER est notifiée, elle a la possibilité ou pas, en fonction du projet, de préempter. L'enjeu, il est là. Ça ne veut pas dire qu'on le fait, puisque je rappelle que plus de 90% des achats de la SAFER en France se font à l'amiable. Donc le droit de préemption, la possibilité de l'utiliser, c'est quelque chose qui est pour réguler, mais qui n'est pas utilisé de façon courante. Donc quand les gens ont peur de ce droit de préemption, ils ont peur avant d'avoir mal, puisqu'on l'utilise très peu. Néanmoins... Non, parce que, vous savez, pour que les choses fonctionnent dans un pays, il faut qu'elles soient acceptées par l'ensemble des gens. Quelque chose qui deviendrait trop contraignant, vous avez une levée de bouclier, à un moment donné, on vous vire. Et c'est légitime. L'objectif, c'est de réguler, c'est de permettre à tout le monde d'avoir accès à quelque chose ou autre. La loi, elle n'est pas faite pour être répréhensible sur la majorité. Elle est au contraire faite pour que la majorité puisse y adhérer et sur laquelle on n'a pas besoin de le faire. Donc, de plus en plus, depuis quelques années, il y a un changement de comportement fort en France sur la façon de maintenir la propriété dans sa propriété.
elle était essentiellement une propriété individuelle, personne physique. Et depuis 4 ou 5 ans, les conseils ont dit aux gens qui voulaient déroger à la règle de la SAFER, vous mettez vos terres à l'intérieur de vos sociétés d'exploitation agricole et pas à l'intérieur de sociétés qui portent le foncier. Une SCI ou un GFA, c'est une société qui porte le foncier, elle est transparente, elle vend, elle doit notifier à la SAFER et on a la possibilité d'intervenir. Mais quand vous vendez des parts d'une société d'exploitation, vous ne vendez pas les terres, vous vendez la société d'exploitation qui elle-même est porteuse du foncier agricole. Mais vous ne le notifiez pas puisque vous avez vendu des parts sociales, vous n'avez pas vendu de terres. Et donc, ce système permet de ne pas notifier la SAFER. Alors, la loi d'avenir, et c'est un pas important, même s'il n'est pas suffisant, on le disait hier quand on préparait cette rencontre, a donné la possibilité de préempter si 100% des parts étaient vendues. On avait dit à l'époque aux législateurs, aux ministres, à tout le monde, si 100% sont vendus, on va préempter. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre 99% et on n'aura plus la possibilité de préempter. Et c'est exactement ce qui se passe. Dès le lendemain du vote de la loi, on a vu une modification du comportement des gens et on vend moins que 100% et on n'a pas la possibilité de préempter. Ce que nous proposons aujourd'hui, si on veut éviter la financiarisation de l'agriculture, la financiarisation, ça veut dire que ça n'est plus l'agriculteur qui est le détenteur des capitaux de son exploitation et qui prend les décisions. C'est ça l'agriculture familiale, ce n'est pas une question de surface d'exploitation, de taille de droit à produire, c'est une question de capacité ou non à avoir les décisions et à avoir une maîtrise des décisions. Et aujourd'hui, c'est en train de totalement échapper à l'agriculture, cette financiarisation se développe. Les gens, pour avoir accès au foncier, sont prêts à mettre le double de la valeur du foncier quand elle est sous forme de part sociale, puisqu'ils savent que de toute façon, c'est le seul moyen pour eux d'avoir accès à ce foncier sans que la SAFER ne puisse intervenir. Et on a couramment plus du double du prix du foncier, plus du double, vous entendez bien. Et on n'a pas les moyens d'intervenir. Donc pour pouvoir éviter ce phénomène, et je l'ai dit l'autre jour au ministère dans le colloque, il faut que le plus rapidement possible, on puisse intervenir à partir du moment où plus de 50% des sociétés sont vendues, pour que là, on retrouve, au contraire à ce que nous a dit des parts de société, plus de 50% des parts sont vendues, pour qu'on retrouve au contraire une pratique qui soit constitutionnelle, c'est-à-dire que tous les citoyens soient égaux devant la loi, puisque un particulier qui est propriétaire, il doit, dès le premier art, se notifier, et celui qui est de société, il peut avoir 1000 hectares, il ne se notifie pas. Donc c'est bien l'inverse qui n'est pas constitutionnel, et pas le fait qu'on puisse éventuellement préempter. Et je dis bien, à partir du moment où plus de la moitié de la société est à vendre, ça veut dire que c'est sa majorité, déjà qui est majoritaire, il fait ce qu'il veut vis-à-vis du minoritaire. Donc ça ne changerait rien pour le minoritaire. Moi, je le répète ce matin, si rien n'est fait, dans les 5 ans, la typologie de l'agriculture française aura profondément changé. On a vu, et je prends cet exemple parce qu'il me fait peur, ce qui s'est passé dans la pêche, où aujourd'hui le plus gros intervenant c'est Intermarché. Dans la pêche, si rien n'est fait, un modèle équivalent, alors ça ne sera pas forcément Intermarché, je ne veux pas focaliser sur lui, bien au contraire, ce n'est pas l'objet de ma discussion, mais un modèle équivalent pourrait tout à fait être imaginé pour l'agriculture. S'il vous plaît. Dominique, je ne sais pas si je te redonne le micro. Alors, ceci dit, c'est intéressant là sur quoi on est en train de glisser, puisque la deuxième partie de la discussion, c'était, là on voit par la financiarisation, par le fait sociétaire, on va dire, en tout cas, on n'a rien contre les sociétés à la Confédération paysanne, on a contre les dérives de ces sociétés en agriculture. Et donc c'est l'occasion là de parler de l'autre phénomène, on a parlé de la consommation du foncier, on dirait un peu exogène, c'est-à-dire par le lotissement, le rond-point, l'aéroport, etc., par des phénomènes où on fait changer d'usage le foncier. Maintenant, il y a ce qui est interne au monde agricole, à savoir tout ce qui se passe autour de l'agrandissement, autour de la concentration des exploitations. Alors,
on ne va pas prendre des termes trop forts, des fois on parle de cannibalisme agricole, même carrément, hein, c'est-à-dire que les agriculteurs entre eux, ou du moins certains agriculteurs ou certaines sociétés qui se montent, consomment énormément de foncier. On se retrouve dans certains lieux avec une seule société agricole sur la commune. Ça existe. Je vais prendre l'exemple que tout le monde connaît ici, mais il est intéressant aussi auprès de la SAFER, parce que M. Yest vient de parler des détournements qui étaient faits, mais légaux, effectivement, par le biais des parts sociales qui permettaient d'échapper au fameux droit de préemption de la SAFER. Moi, j'ai envie de prendre l'exemple de M. Ramry et des 1000 vaches, puisque c'est exactement ce qui s'est passé. Nous, on a cherché à avoir des renseignements à la Confédération paysanne sur ce qui se passait en Picardie avec cette ferme au niveau du foncier. La SAFER qu'on a contactée n'avait aucune information. On était avant la loi, n'avait aucune information sur le rachat ou sous quelle forme c'était passé, aucune notification, aucune DIA, comme a dit Monsieur Yest, d'une part. Et d'autre part, vous le savez, en agriculture, il y a un système qui existe de contrôle administratif des agrandissements, de contrôle des structures, on l'appelle comme ça, qui vise à donner à un transfert d'usage foncier une autorisation administrative, en l'occurrence du préfet du département. Eh bien, dans le cas qu'on est en train de citer là, mais il y en a plein d'autres, le montage sociétaire était fait de telle manière qu'il contournait également la réglementation sur les structures. Donc, on a donc là, sur cet exemple-là, mais encore une fois, il y en a beaucoup d'autres à plus petite échelle. Là, on parle de 2 à 3 000 hectares hein, pour M. Ramry, mais dans d'autres lieux, c'est moins important, mais c'est très important. En tout cas pour contrer le développement d'une agriculture à taille plus humaine. Et donc ce serait intéressant maintenant qu'on parle à la fois de cette concentration de capitaux, de cette concentration, de ce phénomène sociétaire, de ce développement permis par peut-être des textes qui ne sont pas suffisants, et vers quoi il faut aller en termes de textes. Et puis peut-être on ne passera pas à côté, parce qu'on est en plein dedans quand on parle de ça, on parle d'économie et on parle de politique agricole commune. On parle de ce phénomène qui fait qu'il y a certaines régions en France, et d'ailleurs quasiment toutes, où on concentre les moyens de production, on concentre les terres dans les mains de quelques-uns, et on arrive même aujourd'hui à des systèmes où on concentre les terres, mais en plus, les quelques-uns en question, c'est peut-être un autre débat d'ailleurs, ne sont plus ceux qui travaillent la terre. Voilà. Donc je ne sais pas comment lancer la discussion là-dessus, mais je crois qu'il faut qu'on fasse le lien avec l'emploi. On est en pleine crise agricole et il est important sans doute, à partir de l'exemple du foncier, de réagir sur les moyens qu'il y aurait de contrer ces effets d'agrandissement permanents. Je n'ai pas les statistiques, peut-être que certains autour de la table les ont, sur les pertes d'emplois agricoles permanents. Le 1 million de paysans, 500 000, 400 000, ça n'arrête pas. Et donc tout ça, c'est aussi lié à la politique foncière, et c'est surtout lié à une politique économique, d'absence de contrôle, voulue par certains. Il faut essayer d'imaginer, peut-être maintenant dans la discussion, ce qui peut être fait pour permettre le redéveloppement, le redéploiement de l'emploi en agriculture. Je vais peut-être donner d'abord la parole à Michel. Oui, ces questions-là, je veux redire quand même un petit mot sur la propriété. Je sais que la SAFER avait fait lors de son congrès, le thème c'était l'origine de la propriété foncière. La propriété sacrée puisque dans la Constitution, mais néanmoins le droit de préemption de la SAFER remet un petit peu en cause cette propriété-là. Hein. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment sacro-sainte, et dans certains cas, comme dans les communs, il y a des propriétés collectives qui peuvent être des solutions pour permettre à l'agriculture de perdurer. Voilà. Et on le voit bien dans les comités techniques, puisque moi j'y participe, il y a des gros domaines comme ça qui deviennent inaccessibles aux paysans, parce que beaucoup trop chers, qui vont chercher à plusieurs millions d'euros. La SAFER ne peut pas ne préempte pas, d'une part parce qu'elle ne peut pas stocker, elle n'a pas les moyens de stocker, et elle n'a souvent pas la volonté de redistribuer. Parce que là aussi, il y a quand même des politiques très libérales qui sont défendues, et je me suis opposé récemment, par exemple, aux représentants des jeunes agriculteurs, qui disaient les terres agricoles, elles n'ont pas vocation à être collectives. Hein, on nous accuse même de vouloir faire des kolkhozes, simplement parce qu'on veut que les terres soient cultivées, qu'elles ne soient pas en friche, d'appliquer des politiques comme ça qui sont contraignantes, comme la procédure terrain culte.
Et au niveau de la redistribution des terres, je veux dire, la SAFER à la fois n'a pas les moyens, mais aussi n'a pas la volonté de le faire. Vraiment, de redistribuer des gros domaines, partager, alors que des jeunes, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer en collectif, je ne dirais pas en société, puisque sinon on va avoir une confusion, mais pouvoir s'installer en collectif. Donc il y a ce problème-là, il y a la concurrence de l'EPFR, les établissements publics fonciers régionaux, qui eux ont des financements par des taxes que la SAFER n'a pas. Alors ça pose la question aussi de l'éventuel office foncier régionaux qui rassemblerait les SAFER et les établissements publics fonciers régionaux de façon à pouvoir gérer ces terres agricoles et pouvoir stocker, avoir des financements et avoir une politique commune. Puisque si les établissements publics fonciers, eux, leur cœur de métier, c'est plutôt le périurbain, ils ont quand même des compétences sur des terres agricoles. Voilà. Donc dans certaines régions, ils agissent ensemble. Il y a des conventions qui liaient jusqu'à présent les régions avec les établissements publics fonciers et la SAFER. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va devenir en fonction justement de la libéralisation des politiques d'aménagement. Vous disiez que les SAFER remettaient en cause le droit de propriété. À aucun moment. Les SAFER, le droit de préemption, c'est quand quelqu'un vend, on se substitue à l'acquéreur. Donc ça ne modifie en rien le droit de propriété, bien au contraire. C'est au moment où il n'y a pas d'expropriation, il n'y a rien du tout. C'est bien quelqu'un décide de vendre, vous avez la possibilité de préempter. Donc vous vous substituez à l'acquéreur. Mais le droit de propriété n'a en rien été touché puisque c'est au moment d'une vente. La préemption avec révision de prix, elle est pour faire une régulation. Et là encore, on n'enlève rien au droit de propriété puisque le propriétaire, s'il n'est pas d'accord avec le prix que lui propose la SAFER, il retire son bien de la vente. Donc les droits du propriétaire sont maintenus et dans le même temps, on évite de faire des références trop élevées. C'était ça le but. Voilà. Alors, par rapport à ce que vous disiez, moi, il y a beaucoup de choses qui sont pas la réalité nationale parce que là, on est dans une table ronde nationale. Enfin, en tout cas, moi, je représente la FNSAFER et donc les pratiques qui se passent sur le territoire, des domaines qui sont acquis par la SAFER et qui sont divisés, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Il faut que ça soit possible, techniquement, économiquement, parce qu'il y a des fois où c'est pas possible, il faut aussi le dire. Quand vous avez une exploitation où il y a un gros bâti et que vous avez des terres en même temps, vous ne pouvez pas dire j'attribue le bâti et puis peu d'hectares à quelqu'un et puis les hectares sans bâti à l'autre. Parce que celui à qui vous avez attribué le bâti sans beaucoup de terre, vous êtes sûr que vous le plantez. Donc toutes ces choses-là, il faut aussi le dire parce que c'est trop facile de faire une caricature où on explique on n'a pas attribué. Bah oui, mais souvent, c'est quand même, ça se fait dans le consensus. Et il y a des choses qui ne sont pas techniquement possibles. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Le modèle, et là on est assez d'accord là-dessus, le modèle lié à la financiarisation, il faut rappeler que personne, au contraire, n'est opposé aux sociétés. Ça a permis de l'installation progressive à une époque et c'est toujours quelque chose d'intéressant. Par contre, créer des sociétés pour détourner les règles, ça c'est quelque chose qui est tout à fait contestable. Et c'est ce qu'on conteste aujourd'hui. Et rappelez que, et je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, vous avez dû le voir puisque c'est quelque chose que vous devez lire dans une revue sur l'environnement, de protection de l'environnement. Dans le cadre de la ferme des 1000 vaches, c'est bien le modèle de financement de la ferme qui est contestable. Si cette même ferme s'était faite avec 4 ou 5 agriculteurs qui avaient regroupé leur exploitation, le ministre là-dessus est d'accord avec la position de la SAFER, c'est pas le modèle en soi qui est contestable. C'est bien parce qu'on est dans la financiarisation de quelqu'un qui n'est pas agriculteur et qui profite de sa capacité financière pour aller mettre en place une exploitation. Mais des fermes de 1000 vaches, il y en a déjà en France, qui sont tenues par des agriculteurs et je ne pense pas que ça soit un mauvais modèle. Si 5 exploitants se mettent ensemble et ont une meilleure qualité de vie, parce que plutôt que d'être tous les week-ends à traire, ils ont plutôt un week-end sur 5 ou autre, c'est quand même plutôt quelque chose de favorable.
Donc il faut relativiser les choses, parce que vouloir tout jeter en même temps fait qu'à un moment donné, on peut être contre tout. Quand on est contre tout, on n'obtient rien. Il faut aussi de temps en temps savoir être favorable à certaines choses. Sur le modèle aujourd'hui et l'agrandissement, là on partage. On partage tout à fait. Il y a un modèle, et c'est ce que je disais tout à l'heure, un modèle qui est en train de se mettre en place où on peut faire de l'agriculture sans agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose qui serait très très grave. Le modèle anglo-saxon. Les Anglais, il y a 50 ans, on était dans le même modèle qu'en France. Aujourd'hui, les terres sont détenues par des fonds de pension, par des banques, par des assurances, et les anciens agriculteurs, ils sont chauffeurs de tracteurs. Et ça, c'est pas le modèle que personne ne souhaite en France. Personne. À part les quelques-uns qui peuvent éventuellement penser qu'ils en seront les bénéficiaires. Mais la grosse majorité des agriculteurs et des structures agricoles sont opposés à ce modèle. Moi, quelques réactions, hein, parce que ce n'est pas la partie que je maîtrise le mieux, mais quelques réactions par rapport à ce que vous avez dit. Bien évidemment, que la SAFER soit un outil de régulation, notamment des prix, c'est très important. Cela dit, je crois vraiment que concrètement, dans beaucoup de cas, on constate qu'elle a une politique qui est celle d'accompagner un modèle dominant, qui est quand même plutôt celui du modèle de l'agrandissement et donc de la réduction du nombre au bout d'agriculteurs, plutôt que d'accompagner un modèle que un certain nombre d'entre nous appellent de ses voeux, qui est plutôt un retour à des exploitations de taille modeste, mais vivables, et dans lesquels les agriculteurs peuvent très bien vivre, et donc qui est créateur d'emplois. Moi, je suis désolée, quand vous dites le modèle de la ferme des 1000 vaches n'est mauvais que parce que c'est un seul homme et que c'est de la financiarisation, moi, je ne vous suis pas, parce qu'en tant qu'élue et que citoyenne, ça n'est pas ce modèle-là non plus que je veux, par rapport à l'humain, par rapport au vivant, à l'animal, par rapport au territoire. C'est pas ça. Il ne suffit pas qu'il y ait 5 agriculteurs et qu'ils mettent 1500 vaches dans des stabulations pour que ce soit un modèle qu'en tant que citoyenne, je veuille. Hein. Donc, je suis désolée, mais je pense qu'en tant qu'outil, vous n'êtes pas évidemment vous êtes lié au modèle dominant. Et donc, moi, je constate dans la région que je connais que, sans parler de kolkhoz ni de ZAD, des jeunes qui veulent seulement quelques hectares de terre pour leur exploitation, par exemple maraîchère, n'arrivent pas au moment des partages de terre à trouver cela. Parce que ça va plutôt à l'agrandissement et donc plutôt à un modèle qui est, de mon point de vue, destructeur de l'emploi. Je crois vraiment que dans la crise actuelle de l'emploi, l'agriculture pourrait être une source de création d'emplois. Alors qu'on est toujours dans l'idée, il y avait 40% d'agriculteurs avant, il y en a maintenant, je ne sais plus combien, je ne vais pas dire d'ânerie, c'est combien en pourcentage? 4, 5 3%, et demain, on arrivera à produire avec 1%. Ça n'est pas le modèle que nous voulons. Or, je crois que des organismes comme la SAFER, mais les chambres d'agriculture, je ne mets pas, c'est pas la SAFER qui serait responsable, mais le modèle dominant est celui plutôt d'une disparition du nombre d'agriculteurs, et donc il induit derrière des politiques d'attribution du foncier auxquelles certaines SAFER, pour ne pas faire de généralisation hâtive, alors certaines SAFER locales participent. Donc voilà, je crois que c'est ça la question aussi qui est posée. Non mais, je vous rappelle, je pense que vous ne connaissez pas bien le fonctionnement des SAFER. Je pense que vous ne le connaissez pas bien parce que les SAFER mettent en place les politiques publiques. On est sous la tutelle de l'État. Ça veut dire, madame, que quand on a 2 commissaires du gouvernement qui nous donnent l'autorisation ou non de faire des opérations, on met en place les politiques publiques. Les politiques publiques, elles ne vous plaisent peut-être pas, mais ce sont le reflet des majorités. Ce sont le reflet des majorités, qui soient un jour à gauche, un jour à droite. Les politiques publiques, elles sont... Eh ben oui, mais effectivement, on est en France dans un pays de droit où il y a l'effet majoritaire. Ça plaît peut-être pas à certaines personnes, mais je suis désolé de vous le dire. Le fait majoritaire, dans un pays, si on veut que ça fonctionne, on est obligé d'accepter le fait majoritaire. Mais oui, mais c'est sûrement ce qui nous différencie. C'est sûrement ce qui nous différencie. Et le deuxième point, et le deuxième point que je vais vous dire, je ne peux pas vous laisser dire que les SAFER n'attribuent pas pour des petits projets. Oui, mais là encore,
il faut aller au bout des choses. Quand quelqu'un vous dit j'ai un projet et je veux m'installer et qui n'ont pas la capacité financière d'acheter du foncier, on ne peut pas attribuer de foncier à quelqu'un qui n'a pas la capacité financière. Madame, on est plutôt en recherche de porteurs de projets dans les petits projets, parce que c'est beaucoup plus facile à une SAFER. Beaucoup. Vous imaginez bien qu'un président de SAFER que je suis, si je pouvais faire un bilan de 500 installations de plus, je ne me priverais pas de le faire. Qu'est-ce qui me dirait de ne pas le faire? Je serais franchement quelqu'un de ridicule, sachant que quand vous avez quelqu'un qui veut s'installer sur une petite exploitation, ça consomme 3 hectares. 3 hectares, donc trouvez-moi demain des porteurs de projets qui soient des vrais porteurs de projets et vous verrez qu'il y aura beaucoup plus d'installations. Mais pas des gens qui ne sont pas des porteurs de projets, parce que j'avais dans ma SAFER une représentante d'Europe Écologie Les Verts qui était conseillère régionale et on travaillait ensemble parfaitement bien et elle s'est bien rendue compte que c'était plutôt les porteurs de projets qui manquaient que la volonté de la SAFER. Bien, on va donner un peu la parole à la salle. Il nous reste 5 à 10 minutes avant d'aller boire un coup. Et donc, on va laisser la salle s'exprimer. Je fais juste une remarque quand même auprès de Monsieur Hyest. Moi, je ne vais pas réagir sur la dernière discussion, mais sur celle qui a eu lieu avant par rapport à Ramry, mais ce n'est pas pour le priver la parole. Moi, je fais juste une remarque quand même. Il me semble que ce n'est pas tout à fait pareil dans le cas de Monsieur Ramry, mais ça, c'est le fond de la discussion, d'avoir un entrepreneur avec 1000 vaches et 10 salariés, que d'avoir un GAEC à 10, ce qui est juridiquement possible, ou que d'avoir 10 exploitations agricoles. Donc la question du modèle, elle est quand même posée, de toute façon, et de la manière de le faire, elle est posée. Mais je vais laisser la salle s'exprimer là-dessus ou sur autre chose. Allez-y. Si vous n'avez rien à dire, c'est que vous êtes d'accord. Avec tout le monde. Oui, moi je voulais dire que j'étais pas d'accord avec ce que disait Monsieur Hyest tout à l'heure. Il y a beaucoup de porteurs de projets. Il y a des porteurs de projets qui cherchent du foncier. Et donc, moi, j'ai vu le cas dans mon département. J'ai vu 3 installations qui ne se sont pas faites parce que la SAFER n'a pas voulu suivre ces projets, la SAFER de mon département. Hein, et donc, ensuite, parce que des collectivités locales, elles, ont suivi. Et ces gens sont installés maintenant, pas du tout grâce à la SAFER. Les terres qu'ils auraient dû obtenir sont allés à l'agrandissement. Et des collectivités territoriales, ailleurs dans le département, ont permis à ces gens de s'installer. Donc c'était de vrais porteurs de projets et ils travaillent. Et voilà. Moi j'ai 3 exemples, voilà, c'est tout, c'est peut-être que des exemples. Mais donc c'est pas vrai ce que vous dites. Ouais, alors moi je pense qu'il faut pas qu'on mette tout sur la SAFER, ça c'est vrai. La vraie question, c'est pour moi les premiers responsables. Oui, il y a les politiques, mais il y a la profession agricole qui a une responsabilité énorme. Énorme. Comme elle en a une responsabilité dans la crise actuelle, on parle toujours de la grande distribution, on oublie toujours les industries agroalimentaires, les coopératives qui détiennent, qui sont managées, enfin qui sont dirigées par des paysans et à un moment donné, ils font des choix. Et la profession agricole, au sein de la SAFER, et parfois, effectivement, je regrette, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, j'ai un cas là, qui est tout récent aussi, je peux vous dire où c'est. C'est sur une commune d'Annay, en Loire-Atlantique. Et il y avait quelqu'un, une jeune femme qui voulait s'installer. Et la terre est partie à un voisin pour s'agrandir. C'est clair. Et elle avait un projet qui était suivi par des collègues, apparemment, qui était sérieux. Moi, je ne l'ai pas vu. Et là, c'est les choix de la profession agricole. C'est-à-dire, pour moi, où ils ont eu tort localement, c'est de ne pas aller plus loin et puis de remettre en cause. Et il y a des fois, il faut qu'on se batte, mais c'est compliqué de se battre tout le temps, quoi, d'être tout le temps en bagarre. Mais pour moi, il y a une responsabilité qui est nettement partagée. Il ne faut pas tout mettre sur les politiques non plus. C'est complètement partagé. Y a-t-il une autre question ou intervention ou remarque qui peut être... Non? Alors... on va aller boire un coup, mais les mains se lèvent de ce côté-là, donc on va vous laisser répondre, puis je conclurai. Non mais, je redis ce que je viens de dire tout de suite. Qu'est-ce qui serait le moteur d'une SAFER pour refuser un dossier d'installation sur une petite surface, alors qu'aujourd'hui, on n'a qu'une chose comme intérêt, c'est d'être capable de montrer dans notre bilan annuel qu'on a fait plus d'installations. Expliquez-moi quelle serait notre volonté
Mais je n'arrive pas à comprendre. Vous pouvez venir voir ce qu'on fait régulièrement. Non, mais attendez. Ce que les gens, vus de l'extérieur, n'ont pas, c'est que, et vous le savez bien, et de plus en plus, et moi c'est pour ça que j'ai fait ouvrir les comités techniques à l'ensemble de la profession agricole, pour qu'on arrête derrière de nous faire des procès d'intention. Parce que quand on est à l'intérieur, on a tous les éléments. Et quand on est à l'intérieur, bien des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui vous disent qu'une partie de la réalité de leur dossier. Je pense qu'on va partager ça. On n'a aucun intérêt à installer des gens qui vont se planter dans les 2 ans qui suivent. Aucun. Parce qu'un échec, quand on a eu un projet, c'est jamais très très bon. Alors, on peut prendre plus de risques, et je suis d'accord. On le fait. C'est vraiment aujourd'hui un des messages qu'on fait passer. Mais ne nous faites pas de faux procès là-dessus. Je suis persuadé. Alors, il peut toujours y avoir un contre-exemple à un endroit particulier. Regardons les plus de 50 000 opérations qu'on fait par an. S'il y en a 10 qui ne sont pas bien, vous m'excuserez de dire que les 10, si on pouvait éviter, oui, mais la grosse majorité des dossiers vont même dans le bon sens. Donc regardons ce qui va bien plutôt que ce qui va mal. On peut toujours aller chercher le contre-exemple. On peut. Moins il y en aura, mieux ça vaudra. On est d'accord. Mais je le redis, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle dominant dans ce qui est attribué à la SAFER. Au contraire, si on était dans le modèle dominant, ça serait beaucoup plus facile. On ne se poserait pas de questions. Moi, chez moi, dans ma SAFER, on a régulièrement 50 demandeurs de projets. Vous entendez bien, sur le même dossier, 50. Et on va chercher au plus près pour essayer d'attribuer à celui qui en a réellement besoin. Avec l'obligation de financement, et on n'en a pas parlé, ça va me donner l'occasion de le faire. Non, pas du stockage. Des apporteurs de capitaux qui, aujourd'hui, sont un moyen très important d'éviter à l'agriculteur d'être propriétaire forcément de son foncier. On attribue en France autour de 25% de toutes les terres qui sont vendues par la SAFER à des apporteurs de capitaux. Chez moi, en Haute-Normandie, 50% cette année. Ça veut dire qu'un hectare sur 2 qui a été vendu l'a été à un apporteur de capital qui permet à l'agriculteur qui va cultiver la terre de ne pas avoir eu besoin d'acheter son foncier. Et ça, c'est uniquement possible parce qu'il y a la SAFER qui est intermédiaire. Ça ne serait pas possible avec une autre structure. Impossible. Oui, enfin, moi je crois qu'on aurait envie quand même que toutes les pratiques des SAFER soient... Parce qu'on sait que ce n'est pas le cas. Il y a des régions où les SAFER avancent. Par là, bon, je vais le regarder, mais je ne peux pas regarder mon interlocuteur. Je regarde parce que voilà, on aimerait bien que les pratiques des SAFER soient harmonisées. Et c'est pas vrai que c'est des cas particuliers parce qu'on l'entend dans tous les départements, que ça soit en Bretagne, en Normandie ou dans le Sud-Ouest ou en PACA, on a les mêmes cas. Et moi, j'ai bien entendu quand même, quand on parle de profession, quand on parle de la profession agricole, on parle de la FNSEA et des JA. Et moi, j'ai bien entendu le représentant régional des JA dire qu'ils ne défendaient pas n'importe quelles installations. Sous-entendu, une agriculture responsable, ils veulent un modèle d'une agriculture qui soit responsable, compétitive, et qui soit réellement dans le modèle dominant. Et c'est une réalité, c'est pas simplement un cas particulier. Et d'autre part, il y a aussi des postures, hein, des postures idéologiques qui font qu'on défend quelque chose qui est plus libéral que, par exemple, des collectivités qui achètent des terres pour installer des paysans, parce que ça, c'est du collectivisme, à leur dire. Donc, faire en sorte que les paysans ne soient pas forcément propriétaires, ça c'est aussi notre projet d'une agriculture paysanne. Donc, on n'est pas forcément propriétaire. Et donc c'est pas la propriété qui doit être le garant d'une agriculture plurielle et voilà. Mais c'est pas forcément ce qui est pratiqué par les SAFER. Voilà. Alors, on aimerait bien qu'il n'y ait pas deux discours. Tout à l'heure, vous m'avez dit je n'ai pas deux discours, j'en ai qu'un. Et on aimerait bien qu'il y en ait effectivement qu'un dans toutes les SAFER et que ce ne soit pas le modèle dominant qui soit la façon d'agir des SAFER, quoi.
Bien, alors, je ne sais pas si vous êtes totalement tombé d'accord sur le droit de propriété. J'ai senti quand même quelques points communs. on va devoir arrêter. Ou alors, au niveau de la parité, je vais te donner la parole puisque vous êtes moins nombreuses, mais ce sera la dernière intervention. Et puis on conclut parce qu'on a tous envie de s'arrêter. Mais moi, je voudrais juste parler là, des apporteurs de capitaux, parce que c'est pas la même chose des apporteurs de capitaux genre Terre de Liens qui permettent l'installation de petits paysans. Et puis nous, par exemple, dans le sud-est, on a des apporteurs de capitaux, mais c'est pour des transactions d'énormes domaines viticoles à des sommes faramineuses. Et ça, c'est le gros problème du sud-est avec cette monoculture de la vigne et derrière des mafias qui achètent des domaines, hein, et dont on ne sait pas qui est derrière. Mais en tout cas, c'est certainement des mouvements mafieux d'argent que personne ne peut savoir ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on a des domaines, alors qu'ils pourraient être partagés, ces domaines, mais la SAFER n'arrive pas ou ne veut pas. La profession qui gère la SAFER, en tout cas, dans nos régions, ne veut pas imposer, par exemple, l'éclatement de ces domaines, ne veut pas imposer un partage des terres, quoi. Voilà. Bien, on ne fera pas de... Enfin, à chaque fois, vous faites ce geste-là, c'est très sympa, tous autant que vous êtes. Alors, pas plus que ça. Et on s'arrête. Les apporteurs de capitaux, clairement, ce sont des gens qui achètent du foncier pour faire un bail à un agriculteur. Ce pas des gens qui... Non. Ce qu'on appelle apporteurs de capital à la SAFER, ce sont des gens qui achètent et qui font un bail à un agriculteur. Il peut y avoir des rétrocessions à des gens, comme vous avez dit, mais ce ne sont pas des apporteurs de capitaux. Il ne faut pas confondre, parce que si vous voulez foutre en l'air ce système des apporteurs de capitaux qui est primordial dans l'agriculture française aujourd'hui, le nombre de gens qui viennent nous voir, qui sont fermiers, ont un propriétaire qui vend, qui ne peuvent pas acheter, on leur trouve un apporteur de capital pour remplacer leur propriétaire. Si vous considérez que c'est la même chose que ce que vous m'avez donné comme exemple, non, mais donc, c'est vraiment quelque chose d'excessivement important. On s'arrête là-dessus, on va pouvoir prolonger autour d'un verre. Merci à tous ceux qui sont venus, à ceux qui ont participé. On a senti quand même qu'il nous manquait un représentant de l'État pour qu'on puisse l'interpeller sur pas mal de sujets. C'est dommage qu'ils n'aient pas pu nous répondre favorablement. Voilà, on s'arrête là, on a tenu le temps impeccable. Donc maintenant que vous avez beaucoup parlé, on va aller boire un petit verre tous ensemble. Et je vous rappelle que cet après-midi, en prolongeant la discussion sur le foncier, on parlera plus particulièrement de Notre-Dame-des-Landes. Merci à tous.